Mon nom est Martha. J'ai 60 ans, veuve depuis près de 30 ans, et je vis avec ma fille unique Myriam et son mari Patrick. Il y a 3 ans, j'ai vendu ma petite épicerie et utilisé l'argent pour les aider à acheter cette maison, croyant qu'il était temps de me reposer et de profiter de ma famille. Au lieu de cela, j'ai découvert quelque chose lundi matin dernier qui m'a coupé le souffle. En nettoyant leur chambre d'amis ma chambre, je me suis penchée pour balayer sous l'armoire. Une épaisse feuille de papier blanc dépassait du tiroir. Je l'ai tirée, m'attendant à de vieux reçus. Mais en la dépliant, mon cœur s'est arrêté. Programme funéraire Maman Martha. Je l'ai relu. Ce n'était pas une blague. Pas une erreur. Ils avaient écrit mes funérailles. Le papier était net et fraîchement imprimé. Mon nom en gras en haut. En dessous, les mots glaçants. Né en 1965. Décédé paisiblement dans son sommeil. Suivi de « Survivent sa fille unique Myriam et son gendre aimant Patrick ». Ils avaient choisi des cantiques. Une église. Même la citation pour la page arrière. Un cercueil sélectionné. Ma mort planifiée. J'étais encore vivante, balayant leur sol, faisant bouillir leur thé et ils m'avaient déjà enterré en mots. Mes doigts tremblaient tandis que je serrais le papier. Je me suis assise au bord du lit, le souffle court. Pourquoi? Pourquoi ferait-il cela? La trahison était plus froide que la tombe qu'ils imaginaient pour moi. Je n'imaginais pas cela, je lisais ma propre oraison funèbre. Quelques instants plus tard, Patrick est entré dans la chambre, une serviette jetée sur son épaule. Ses yeux ont saisi le papier dans mes mains. Il s'est figé. « Maman, c'est juste un brouillon », a-t-il bégayé. Ma voix a tranché la pièce. Un brouillon? Y a-t-il aussi une répétition? Il a levé les mains. Myriam voulait juste être préparée. Tu n'as pas été toi-même dernièrement fatiguée, silencieuse. Nous pensions, vous pensiez planifier mes funérailles à 60 ans? Ai-je craché. Alors c'est ça la gratitude. Il a reculé, les mots lui échappant, la honte assombrissant son visage. Seul à nouveau, j'ai fixé le papier, mon cœur se noyant dans les questions. La fille que j'ai élevée, l'homme qu'elle a épousé complotant ma fin, alors que mon souffle embuait encore la vitre du matin. Ce soir-là, Myriam est apparue à ma porte. Elle n'a pas frappé. Sa voix était petite. « Maman, ce n'est pas ce que tu penses. » Je lui ai fait face, les yeux perçants. Tu as choisi des fleurs. Tu as écrit ton hommage. Tu as commandé que des larmes soient tapées. N'est-ce pas ce que je pense? Ses lèvres ont tremblé, mais aucune larme n'est tombée. Nous ne voulions pas faire de mal. Juste, être prêts. Au cas où. Ma poitrine me faisait mal. Au cas où. Je suis ta mère, pas un chien errant attendant la terre. Le silence s'est gonflé entre nous. L'enfant que j'ai autrefois bercé, consolé à travers les fièvres, se préparait maintenant à me pleurer alors que je vivais sous son toit. Je me suis détournée. Les mots me manquaient. La blessure était trop profonde. Cette nuit-là, j'ai sangloté dans mon oreiller, étouffant le son pour qu'ils n'entendent pas. Le chagrin n'était pas seulement celui de la trahison, mais une douleur creuse. Plus profonde que quand le père de Myriam nous a abandonnés. C'était une trahison née de la proximité, la préparation silencieuse d'une fille à mon absence. Je n'avais pas été une mère parfaite, mais j'avais sacrifié pour elle, l'avais aimée férocement. Et maintenant elle rédigeait ma fin, alors que je me levais encore à l'aube pour cuisiner leur repas. Le froid de cela s'infiltrait dans mes os. Je savais, avec une clarté douloureuse, je devais enterrer quelque chose aussi, pas mon corps, mais mon amour aveugle. Le lendemain matin, je n'ai pas mis de maquillage, j'ai laissé mon pagne non repassé. Je me suis déplacée dans la maison comme une ombre. Quand Myriam m'a croisée dans le couloir, son front s'est plissé. « Maman, ça va ?» J'ai souri faiblement. « Je me prépare juste, chérie. Pour ce que tu as déjà écrit. » Ses lèvres se sont écartées, incertaines. L'équilibre entre nous avait changé. Ils avaient fait des plans, mais maintenant je jouais le rôle du fantôme qu'ils envisageaient. Au dîner, j'ai refusé mon assiette. « Garde-la, » ai-je dit à Patrick. « Tu en auras besoin, pour les invités. » Son regard s'est détourné. La peur? La culpabilité? Cela n'avait plus d'importance. Cette nuit-là, j'ai entendu des chuchotements au-delà de ma porte. Myriam et Patrick, voix basse. « Elle agit bizarrement », a-t-elle dit. Patrick a répondu. « Peut-être que c'est mieux si, elle ne dure pas beaucoup plus longtemps. » Mon souffle s'est pris. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas innocent.
Ils espéraient ou pire m'aidaient vers cette tombe. Mon cœur s'est durci. S'ils voulaient m'enterrer, ils le feraient. Mais pas sans un prix. Je me suis promis, je leur donnerais quelque chose à enterrer. Quelque chose d'inoubliable. Et ainsi, alors que je gisais là dans l'obscurité, le programme funéraire plié sous mon oreiller, une nouvelle résolution a pris racine. S'ils me voulaient partis alors soit. Mais ce ne serait pas silencieux. Ce ne serait pas facile. Ils se souviendraient de cette vieille femme longtemps après que la terre se soit tassée. Pas avec des larmes. Pas avec de la culpabilité. Mais avec une malédiction que leur cœur porterait. Car ils m'avaient enterré vivante et j'étais ressuscité. Le matin après avoir trouvé mon propre programme funéraire, quelque chose en moi a changé. Je ne me suis pas réveillée avec le même cœur que la veille. Là où le chagrin s'était installé lourdement dans ma poitrine, quelque chose de plus froid l'a remplacé, la détermination. Ils voulaient me voir comme morte. Alors je leur montrerai à quoi cela ressemblait. Je me suis levée tôt mais n'ai fait aucun bruit dans la cuisine. Pas de thé, pas de balayage, pas de chaleur. Je me suis assise seule dans le salon, enveloppée dans mon vieux foulard, fixant par la fenêtre comme une femme attendant la mort. Quand Myriam est descendue les escaliers, elle a hésité à ma vue. « Maman, tu n'as pas dormi. » J'ai souri faiblement. Je me prépare juste. Tu sais, pour le jour que tu as écrit. Ses yeux se sont écarquillés, la bouche s'entr'ouvrant légèrement, mais aucun mot n'est venu. Elle s'est simplement retournée et s'est éloignée. Je l'ai vue chuchoter quelque chose à Patrick. Leurs yeux ont lancé des regards nerveux vers moi. Cela avait commencé. Le reste de la journée, je me suis déplacée lentement dans la maison. Plus de bousculades avec les tâches ménagères. Plus de salutations joyeuses. J'ai laissé mes cheveux rester non peignés. J'ai laissé mon pagne non repassé. J'ai dérivé comme un fantôme à travers leurs pièces, m'asseyant silencieusement dans le coin, les mains pliées, les yeux vides. Patrick m'a observé depuis la porte de la cuisine, un pli se formant entre ses sourcils. Plus tard dans l'après-midi, je l'ai entendu parler dans le bureau. La porte était entrebâillée. Je me suis déplacée silencieusement dans le couloir, mon cœur battant. « Oui », disait Patrick dans son téléphone. « Elle empire. Ne mange pas. Ne bouge pas beaucoup. Sa tension artérielle monte probablement. Si cela continue, 2 semaines au maximum. » J'ai allaité silencieusement. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. Alors c'était vrai. Il comptait à rebours. Attendant que je meure. Ou pire les dents. J'ai agrippé le mur pour me stabiliser, le cœur martelant. Ce n'était pas juste une erreur innocente. Ma fille et son mari me voulaient partie. Ce soir-là, j'ai refusé le dîner à nouveau. Patrick a apporté l'assiette dans ma chambre, la posant sur la table. Je l'ai regardé calmement. Ne gaspille pas la nourriture sur moi. Garde-la pour les invités après mon départ. Sa bouche a tressailli. Maman, s'il te plaît, ne dis pas des choses comme ça. J'ai souri doucement, ma voix mince. Mais c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Pourquoi nourrir une femme morte? Il a avalé difficilement, n'a rien dit, et a quitté la pièce. Le lendemain matin, Myriam a frappé doucement à ma porte. Maman, peut-on parler? Je l'ai laissé entrer. Ses yeux semblaient rouges par manque de sommeil. Maman, je sais que tu as trouvé le papier. Ce n'était pas censé te blesser. Nous étions juste, nous préparant. Mon regard était constant. On ne se prépare pas à la mort en écrivant l'obituaire de sa mère. On l'honorait pendant qu'elle vit. Son visage s'est froissé, mais toujours, aucune larme n'est tombée. Mon cœur s'est durci davantage. Quel que soit l'amour qui restait entre nous se flétrissait comme des feuilles sèches. Dans les jours qui suivirent, j'ai remarqué de petits changements. Il ne quittait plus la maison aussi souvent. Les appels téléphoniques de Patrick sont devenus plus fréquents. La nuit, je les entendais chuchoter derrière des portes fermées. Un soir, j'ai entendu la voix de Myriam à travers les murs minces. Je ne peux plus supporter ça. Elle est comme une ombre, hantant la maison. Patrick a répondu. Alors que ce soit bientôt fini. Nous sommes si proches. Si proches? De quoi? De ma tombe. Cette pensée m'a envoyé un frisson. Mais je suis restée silencieuse. S'ils voulaient croire que je m'éteignais, je les laisserais. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Je n'avais aucune intention d'aller silencieusement dans la terre qu'ils préparaient. Ce vendredi, une chose étrange s'est produite. Alors que j'étais assise seule dans le salon,
J'ai entendu de faibles pas. Petits, rapides, comme un enfant qui court. Mais il n'y avait pas d'enfant dans la maison. Je me suis levée lentement, écoutant. Le son s'est arrêté. J'ai fouillé les pièces. Rien. Personne. Pourtant quand je suis retournée à mon siège, j'ai remarqué de faibles marques sur le sol. Petites empreintes humides. Trop petites pour être adultes. Je me suis penchée, les ai touchées. Froides. Ma peau s'est hérissée. Je n'ai rien dit, mais dans mon cœur, une nouvelle peur s'est agitée. Quelque chose d'autre était dans cette maison. Quelque chose qui n'appartenait pas aux vivants. Le lendemain, alors que je pliais le linge, j'ai entendu la porte d'entrée grincer. Regardant à travers les rideaux, j'ai vu Patrick parler avec un étranger. Un homme grand en costume sombre, tenant une mallette en cuir. Ils ont parlé à voix basse. L'homme a donné une enveloppe à Patrick. Patrick a regardé autour avant de la glisser dans son manteau. Quand il est rentré dans la maison, j'étais assise calmement. Nos yeux se sont rencontrés. Il a forcé un sourire, mais ses mains tremblaient. Quelque chose se déroulait dans mon dos. J'apprendrai bientôt la vérité mais pas encore. Pour l'instant, j'attendais, chaque moment me rapprochant du cœur de leur trahison. Cette nuit-là, dans le calme de ma chambre, j'ai déplié le programme funéraire une fois de plus. Le papier lisse maintenant froissé par mes doigts. J'ai tracé les lignes de mon nom, les mots froids écrits en dessous. Ils m'avaient enterré dans leurs esprits. Mais je n'en avais pas fini. S'ils souhaitaient des funérailles, ils en auraient. Mais ce ne seraient pas les miennes. Ce serait pour l'innocence qu'ils avaient perdue, pour l'amour qu'ils avaient trahi. Et quand ce serait fini, ils se souviendraient de moi pas avec des fleurs, pas avec de la culpabilité, mais avec de l'effroi. Il ne s'agissait plus de mourir. Il s'agissait de ressusciter. Le jour après avoir entendu Patrick au téléphone, l'air dans la maison est devenu plus épais. Il y avait une lourdeur que je ne pouvais pas secouer. Même les murs semblaient se pencher vers l'intérieur. Myriam évitait mes yeux, se déplaçant silencieusement de pièce en pièce. La voix de Patrick était plus tranchante, agitée. Ce matin-là, pendant qu'ils étaient sortis, je me suis tenue dans le couloir, fixant la porte de leur chambre. Mon cœur battait. J'avais vécu assez longtemps pour savoir quand quelque chose me cachait quelque chose. J'ai tourné la poignée doucement, elle était verrouillée. Bien sûr. Mais je connaissais ma fille mieux qu'elle ne le pensait. Je suis allée à la cuisine, j'ai tiré la vieille boîte du dessus du frigo. La clé était à l'intérieur, où elle cachait ses bonbons quand elle était enfant. Mes mains tremblaient en retournant à la porte. La serrure a cliqué doucement. Je suis entrée, retenant mon souffle. À l'intérieur, l'air sentait faiblement le vieux parfum et quelque chose d'autre, quelque chose d'aigre. Les rideaux étaient tirés. La pièce semblait froide. Je me suis dirigée vers le bureau dans le coin. Tiroir soigneusement fermé. Mes doigts ont glissé sur les poignets. J'ai ouvert le premier, rien d'inhabituel. Le deuxième vieux papier, reçu. Le troisième dossier serré. Parmi eux, une enveloppe brune étiquetée, personnelle. Mon nom écrit devant, Martha Hez. Mon estomac s'est serré. Je l'ai sorti, placé sur le bureau. J'ai hésité. Une partie de moi voulait la laisser non ouverte. Mais mon autre main avait déjà commencé à la déceler. À l'intérieur étaient des documents officiels, tamponnés, certains portant des sceaux gouvernementaux. Mon souffle s'est pris en lisant les titres. Accord de transfert de propriété. Mise à jour de bénéficiaires de compte d'épargne. Et là au bas de chacun ma signature. Mais ce n'était pas la mienne. Le nom était écrit de ma main, la forme de chaque lettre familière. Mais je n'avais jamais vu ces papiers auparavant. Jamais tenu ce stylo. J'ai cligné, frotté mes yeux. Les mots demeuraient. Mon estomac s'est retourné. Ils avaient falsifié ma signature. Transférant légalement ma maison, ma terre, mes économies de vie à Myriam et Patrick. Une sueur froide m'a prise. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas juste de la trahison. C'était du vol. De l'effacement. Ils n'attendaient pas que je meure, ils se préparaient à ma disparition. J'ai remis les papiers soigneusement, verrouillant le tiroir comme avant. Mes jambes se sentaient faibles sous moi alors que je me glissais hors de la pièce. La maison, autrefois mon refuge, semblait maintenant celle d'un étranger. Je me suis assise au bord de mon lit, fixant mes mains. Ces mêmes mains avaient élevé une fille seule. Avaient construit une entreprise. Avaient tant sacrifié pour son avenir. Et maintenant, elles avaient été utilisées pour voler ma vie.
Les larmes brûlaient mes yeux, mais aucune n'est tombée. Le chagrin était trop aigu. Trop profond. Je n'avais pas de mots pour ce genre de douleur. J'ai pensé à chaque nuit passée à consoler Myriam enfant. Chaque repas cuisiné. Chaque tissu cousu. Et pourquoi? Pour qu'elle puisse m'effacer avec de l'encre et du papier? Non. Je ne serais pas si facilement défaite. Ce soir-là, je les ai observés attentivement. Patrick sifflait en dressant la table, une gaieté forcée dans sa voix. Myriam évitait mon regard, les doigts s'agitant. Je n'ai rien dit. Qu'ils croient que j'étais encore leur vieille femme aveugle. Mais à l'intérieur, je rassemblais de la force. Je ne les confronterai pas encore. Non pas avant de comprendre la forme complète de leur trahison. Il y avait des courants plus profonds en jeu. Je pouvais le sentir. Les empreintes, les chuchotements, le cri d'enfant dans la nuit, ce n'était pas juste un complot pour l'argent. Quelque chose de plus sombre s'agitait sous la surface. Cette nuit-là, alors que la maison devenait silencieuse, je suis restée éveillée. Le programme funéraire sous mon oreiller. Les documents falsifiés brûlaient dans mon esprit. Je pouvais entendre de faibles grattements des planchers à nouveau. Lents. Rythmés. Comme de petits doigts traçant le bois. J'ai fermé les yeux, le souffle superficiel. Un froid s'est infiltré dans la pièce. L'air est devenu plus froid, plus lourd. Dans l'obscurité, une voix s'est élevée dans mon cœur, creuse plus profond. Tu n'as pas tout vu. J'ai serré mes mains sous la couverture. La bataille venait juste de commencer. S'il pensait que cette vieille femme était prête à mourir, il se trompait. Je découvrirais chaque secret. Et avant que ce soit fini, il supplierait d'enterrer leur culpabilité. Le matin suivant, je me suis réveillée avec un genre différent de douleur, une qui vivait dans mes os. Ce n'était pas l'âge. Ce n'était pas le chagrin. C'était un but. J'avais vu assez dans cette enveloppe pour savoir. Ce qui m'arrivait avait des racines plus profondes. J'avais besoin de réponses. Il y avait une personne qui pourrait connaître la vérité, bien que je ne lui ai pas parlé depuis plus de 30 ans. Obina. Mon premier amour. Le père que je n'avais jamais laissé Myriam connaître. Je me suis habillée soigneusement, mon meilleur pagne et un foulard de tête. Si Myriam ou Patrick demandaient où j'allais, je n'avais aucune intention de leur dire. Je me suis glissée dehors silencieusement pendant qu'ils dormaient encore, la brume matinale refroidissant mon visage alors que je marchais vers l'arrêt de taxi. Mon cœur battait à chaque kilomètre qui passait. Cela faisait si longtemps, mais certains fantômes refusent de dormir. Sa maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. Peinture fanée, grilles rouillées. Le jardin envahi par les mauvaises herbes. Un vieil homme était assis dehors sur un tabouret usé, mâchant du cola amer, les yeux perdus dans la distance. Quand j'ai franchi la grille, il a levé les yeux lentement. La reconnaissance a scintillé dans ses yeux fatigués. « Martha », a-t-il dit, la voix sèche comme de vieilles feuilles. J'ai hoché la tête. Les mots se sont pris dans ma gorge. J'avais répété ce que je dirais, mais debout là, j'étais à nouveau une jeune femme, saignant sur le sol de l'église, le cœur brisé par cet homme même. Il m'a fait signe de m'asseoir. Pendant un long moment, nous n'avons rien dit. L'air entre nous était épais d'années non dites. Finalement, il a brisé le silence. J'ai entendu que tu étais morte. J'ai souri faiblement. Presque. Puis ma voix s'est durcie. Mais quelqu'un d'autre pourrait bientôt s'en occuper. Son front s'est plissé. Que veux-tu dire? Je me suis penchée en avant. Ta fille, notre fille, est mariée à Patrick. Sais-tu qui était sa mère? Il a secoué la tête. Teresa, ai-je dit. La même femme pour qui tu m'as quitté. Le sang a quitté son visage. Il a détourné le regard. Non, ça ne peut pas être. C'est le cas, ai-je dit fermement. Et maintenant il planifie mes funérailles alors que je respire encore. Les mots planaient lourds dans l'air. Obina s'est levée, faisant les 100 pas, les mains sur la tête. Teresa, elle n'était pas juste une femme. Tu ne comprends pas. Je l'ai fixée. Alors aide-moi à comprendre. Il a arrêté de faire les 100 pas, la voix basse. Après que je t'ai quitté, les choses ont mal tourné. Teresa était impliquée dans des choses sombres. Elle utilisait de vieilles méthodes. Il y avait une malédiction, Martha. Et elle n'a jamais été levée. Un poids froid s'est installé dans ma poitrine. Mon esprit s'est emballé retour à la fausse couche que j'avais longtemps enterrée dans mon cœur. L'enfant qui n'avait jamais respiré. Ou du moins c'est ce que je pensais.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. La malédiction était-elle destinée à moi? À notre enfant? Il a avalé difficilement. Aux deux. Mais elle était incomplète. Et les malédictions inachevées, elles attendent. Je me suis levée lentement. Alors quelque chose a commencé. Je l'entends dans la maison. Je le vois dans les yeux de ma fille. Ses épaules se sont affaissées. Martha, je n'ai jamais voulu cela. Ma voix tremblait. L'intention n'a plus d'importance maintenant. C'est là. J'ai fait un pas vers la porte. J'ai besoin que tu me dises tout. Avant qu'il ne soit trop tard. Il a hoché la tête, las. Viens demain. Il y a plus que tu devrais savoir. Je suis partie en silence, le soleil déjà plus haut dans le ciel. Mes pieds semblaient lourds, mon cœur plus lourd. Le passé n'en avait pas fini avec moi. Et quoi que ce soit qui avait commencé était plus profond que des papiers falsifiés ou des complots chuchotés. Quand je suis rentrée à la maison, Myriam était dans la cuisine, remuant la soupe. Patrick était assis sur le canapé, téléphone en main. Ils ont levé les yeux, surpris. « Maman, où es-tu allée ?» a demandé Myriam. J'ai souri finement. Rendre visite à un vieil ami. Ses yeux se sont plissés. La main de Patrick s'est figée à mi-défilement. « Tu ne nous l'as pas dit, » a-t-il dit. « Je ne pensais pas que vous auriez besoin de le savoir, » ai-je répondu, la voix froide. La tension dans la pièce piquait contre ma peau. Je pouvais presque entendre les rouages tourner derrière leurs yeux. Mais je ne leur ai rien donné de plus. À l'intérieur, une nouvelle résolution se formait. Je ferais face à cette malédiction, quelle qu'elle soit. Et je ne descendrai pas silencieusement. Cette nuit-là, alors que je gisais dans le lit, un faible chuchotement s'est enroulé dans l'obscurité. Mon nom doux, distant. Je me suis assise, le cœur battant. Le sol grinçait dehors de ma porte. Les ombres dansaient le long des murs. Je me suis levée lentement, me dirigeant vers la porte. Je l'ai ouverte légèrement. Le couloir était vide. Mais en regardant en bas, de petites empreintes traînaient le sol en bois, humide et froide. Pas celle de Myriam. Pas celle de Patrick. Quelque chose de plus petit. Quelque chose de plus ancien. Mon sang s'est changé en glace. Les chuchotements sont devenus plus forts, s'enroulant autour de moi comme des doigts froids. Termine-le, semblait-il dire. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, et pressé mon dos contre le bois. Le passé avait ouvert sa bouche. Et j'étais déjà à l'intérieur. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que mes yeux se fermaient, j'entendais ce doux chuchotement à nouveau appelant mon nom de quelque part au fond de la maison. À l'aube, j'étais déjà habillée et assise dans le salon. Mon cœur battait plus vite chaque fois que Myriam passait, prétendant ne pas remarquer la fatigue sur mon visage ou l'obscurité sous mes yeux. Mais quelque chose avait changé. Ce matin-là, alors qu'elle versait son thé, sa main tremblait. Elle n'était plus certaine. Ils avaient écrit mes funérailles, falsifié ma vie, mais maintenant ils pouvaient voir quelque chose d'invisible marcher à côté de moi. Je les ai laissés s'interroger. J'avais mes propres questions maintenant. Et les réponses ne se trouveraient pas dans leurs petits stratagèmes mesquins mais dans les secrets que nous avions tous enterrés. Vers midi, alors que je me déplaçais dans le couloir, un frisson aigu a remonté ma colonne vertébrale. L'air est devenu plus froid près de la chambre de Myriam. Je me suis arrêtée, écoutant. Là, faible et doux, vint le son indubitable d'un enfant qui pleure. Mon souffle s'est pris. La pièce était vide. Pas de visiteurs. Aucun enfant n'avait été dans cette maison depuis des années. Mes doigts ont effleuré le cadre de porte. Le cri est devenu plus fort, plus insistant. Sans réfléchir, j'ai poussé la porte ouverte. La pièce était sombre, rideaux tirés. Au centre, Myriam était assise penchée sur le lit, son visage pâle, ses mains agrippant son ventre gonflé. J'ai cligné. Quand avait-elle grandi si grosse? Il y a seulement quelques jours elle était elle-même habituelle, maintenant son estomac semblait lourd de 6 mois. Elle a levé les yeux, ses yeux vitreux. « Maman, quelque chose ne va pas », a-t-elle chuchoté. Je me suis précipitée à ses côtés, le cœur battant. Sa peau était froide, son pouce emballant. « Depuis combien de temps es-tu comme ça ?» ai-je demandé. Les larmes montaient dans ses yeux. « Depuis cette nuit où tu as trouvé les papiers. Ça a commencé alors. Les rêves, les voix. Et ça. » Elle a placé une main tremblante sur son estomac. Sous ses doigts, quelque chose bougeait lent, délibéré.
Pas le doux battement de la vie mais une sensation de torsion, de rampage. Mon souffle s'est pris. Aucun enfant ne devrait bouger comme ça. Une terreur profonde s'est installée dans mes os. Ce n'était pas une grossesse ordinaire. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui attendait, s'était enraciné en elle. J'ai avalé difficilement. Nous allons à l'hôpital, ai-je dit fermement. Maintenant. Patrick nous a conduites en silence. L'hôpital sentait l'antiseptique et les sols froids. L'infirmière nous a menés dans la salle de scan. Myriam s'est allongée, son visage tendu. Le technicien a appliqué le gel froid, faisant glisser la baguette sur son ventre. Nous avons regardé l'écran, retenant notre souffle. Puis le technicien s'est figé. Sa main tremblait. Je me suis penchée en avant. Sur le moniteur, quelque chose bougeait. Une figure petite, mais droite se tenait dans l'utérus. Son dos nous faisait face. Aucun battement de cœur ne scintillait. Aucune image normale d'un enfant qui grandit. La figure s'est tournée lentement. Mon sang s'est glacé. Son visage était flou, les traits indistincts, mais ses yeux larges, sombres, sachant nous fixer directement. Le technicien a lâché la baguette, reculant en trébuchant. Sans un mot, il a fui la pièce. Myriam a serré ma main fort, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Maman, qu'est-ce que c'est » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. Je ne pouvais pas répondre. Mon esprit s'emballait, le cœur battant douloureusement. Ce n'était pas un enfant vivant. Pas dans le sens où nous comprenons la vie. Quelque chose longtemps enterré était revenu, trouvant un nouveau moyen de naître. Je l'ai aidé à s'habiller rapidement, la pressant de sortir de l'hôpital. Nous ne pouvions pas rester. Le froid nous a suivis tout le chemin du retour, s'infiltrant dans nos os. Cette nuit-là, j'ai fait les 100 pas dans la maison, agitée. Les chuchotements sont revenus, plus forts maintenant, remplissant chaque coin ombragé. Elle n'est jamais partie, semblait-il dire. Elle attendait. Plus tard, en vérifiant Myriam, je l'ai trouvée assise droite dans le lit, ses yeux distants. Ses mains reposaient sur son ventre, qui pulsait doucement sous elle. Elle ne m'a pas regardée quand je suis entrée. « Maman, elle me parle », a dit Myriam doucement. Elle dit, je n'étais jamais censée être la seule. Mon cœur s'est serré. La fausse couche mon chagrin longtemps enterré remontait dans ma gorge. Pouvait-ce être l'enfant que je pensais avoir perdu? Ou quelque chose de bien pire? Je me suis assise à côté d'elle, prenant sa main froide dans la mienne. Nous trouverons un moyen, ai-je chuchoté. Nous le devons. Mais même en parlant, une vérité terrible fleurissait dans mon cœur. Le bébé n'était jamais parti. Et maintenant, elle voulait rentrer à la maison. Le lendemain matin, Myriam pouvait à peine se tenir debout. Sa peau était devenue pâle, ses lèvres sèches et craquelées. Les mouvements dans son ventre avaient empiré non plus doux, mais aigus et tordus, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle essayait de se frayer un chemin vers l'extérieur. Je ne pouvais plus perdre de temps. J'ai forcé Patrick à nous ramener à l'hôpital, bien qu'il ait l'air terrifié. Il a à peine parlé pendant le trajet, jetant des regards nerveux sur le siège arrière où Myriam était assise penchée, chuchotant doucement à elle-même. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais ils glaçaient mon sang. Les couloirs de l'hôpital semblaient plus froids ce jour-là. Les infirmières chuchotaient en passant. Le médecin de garde a froncé les sourcils en voyant la forme gonflée de Myriam. « À combien de semaines en est-elle » a-t-il demandé. Je ne pouvais que secouer la tête. Cela a commencé il y a moins d'une semaine. Son front s'est plissé. C'est impossible. Ils l'ont préparé pour un autre scan, cette fois dans une pièce différente. J'ai tenu sa main pendant qu'ils étalaient le gel sur son ventre. L'écran s'est allumé. Pendant un moment, rien ne bougeait. Puis, lentement, la figure est apparue non plus juste debout. Elle pressait ses petites mains contre la paroi de l'utérus, comme si elle testait sa prison. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le médecin s'est penché en avant, les yeux écarquillés. Elle se tient debout. Ce n'est pas possible. La figure s'est tournée à nouveau cette fois, révélant son visage plus clairement. Un visage d'enfant, oui mais pas nouveau-né. Yeux anciens, sachants. Lèvres recourbées en un faible sourire inquiétant. Le visage du médecin s'est vidé de couleur. Il a reculé en trébuchant, marmonnant « Non, non, c'est mal ». Sans avertissement, il s'est retourné et a fui la pièce. Je suis restée figée, mon cœur battant douloureusement. Myriam a serré ma main fort.
Maman, elle est réveillée, a-t-elle chuchoté. Elle m'a dit son nom. Ma gorge s'est serrée. Quel nom? Les lèvres de Myriam ont tremblé. Hope. Le mot m'a frappé comme un coup. Le nom que j'avais donné à l'enfant que j'avais perdu il y a tant d'années, celui que j'avais enterré en secret, sous le sol de mon ancienne chambre. Une sueur froide m'a prise. Ce n'était pas juste un esprit. C'était mon enfant ou ce qui en restait. Et maintenant, elle avait trouvé un moyen de revenir. J'ai aidé Myriam à s'habiller rapidement. Nous avons quitté l'hôpital sans un autre mot. En atteignant la voiture, j'ai remarqué quelque chose de glaçant. L'infirmière qui avait scanné Myriam était introuvable. Son poste vide. Son téléphone laissé derrière. Cette nuit-là, la maison semblait plus lourde que jamais. Les chuchotements sont revenus plus forts, insistants. Les lumières ont clignoté. Les ombres bougeaient dans les coins de mes yeux. Alors que je faisais les 100 pas dans le couloir, une nouvelle horreur s'est déroulée. L'évier de la salle de bain gargouillait bruyamment. J'ai fait un pas à l'intérieur. Une eau noire et épaisse suintait du robinet, remplissant le bassin. La puanteur de la décomposition remplissait l'air. J'ai tendu la main pour l'éteindre du drain, je l'ai entendu, un cri faible et aigu. Un cri de bébé. Mon sang s'est changé en glace. J'ai reculé, le cœur battant. L'eau a commencé à bouillonner, montant plus haut, atteignant presque le bord. J'ai fui la pièce, claquant la porte derrière moi. Le son m'a suivi dans le couloir de doux sanglots humides résonnant à travers les tuyaux. Plus tard cette nuit-là, j'ai vérifié Myriam à nouveau. Elle gisait dans le lit, les yeux fermés, murmurant doucement. Son ventre se tordait sous la couverture. Les mouvements ne semblaient plus humains. C'était comme si quelque chose de plus grand vivait maintenant à l'intérieur d'elle. Je me suis assise à côté d'elle, essuyant la sueur de son front. Elle a bougé, les yeux s'ouvrant. Maman, elle se souvient de tout, a chuchoté Myriam. Elle dit, je n'étais pas censée être seule. Je n'étais pas la seule. Les larmes ont rempli mes yeux. La culpabilité du chagrin longtemps enterré m'a submergée. Mon enfant perdu pouvait-elle vraiment être ici, cherchant ce qui avait été refusé? Ou quelque chose de plus sombre avait-il pris son nom et sa forme? Je ne savais pas. Mais je savais une chose. Quoi que ce soit à l'intérieur de ma fille, ce n'était pas fini. Le sommeil m'a échappé cette nuit-là. Je me suis assise dans ma chambre, serrant mon vieux chapelet, priant pour la force. Les chuchotements devenaient plus forts à chaque heure qui passait. À exactement 3h07 du matin, la maison est devenue silencieuse. Les horloges ont arrêté de tic-taquer. L'air est devenu glacial. Et puis, l'infirmière de l'hôpital a été signalée disparue. Patrick a reçu la nouvelle le matin. Il a pâli, incapable de cacher sa peur. Elle a été vue pour la dernière fois après avoir scanné. Myriam, a-t-il chuchoté. Je n'ai rien dit. Mon cœur savait déjà la vérité. L'enfant à l'intérieur de ma fille avait commencé à tendre la main au-delà de l'utérus appelant, tirant. Et bientôt, elle voudrait plus. Au matin, la maison ne semblait plus comme un foyer. Les murs semblaient respirer, les sols grinçaient sous des pas invisibles. Myriam quittait à peine sa chambre, son ventre grotesquement gonflé maintenant, bien au-delà de la taille de toute grossesse naturelle. Sa peau avait pris un ton blême, les veines sombres sous la surface. Patrick faisait les 100 pas dans la maison comme un animal pris au piège, la peur gravée dans chaque mouvement. Je savais alors que je ne pouvais pas attendre les réponses d'Obina. La vérité avait été enterrée il y a longtemps de mes propres mains. Et il était temps d'y faire face. Le souvenir de cette nuit est revenu, aigu comme du verre brisé. La fausse couche dont je n'avais jamais parlé. La petite forme que j'avais enterrée seule, sous le sol de mon ancienne chambre. Une tombe peu profonde destinée à enterrer ma honte. Maintenant, elle m'appelait. Les chuchotements, les cris, je savais où ils menaient. Cet après-midi-là, quand la maison est devenue silencieuse, je suis allée dans l'ancienne chambre. Mes mains tremblaient en roulant le tapis, révélant les planches de bois usées en dessous. Le faible parfum de terre montait vers le haut. J'ai récupéré un pied de biche de la remise, le cœur battant. Chaque grincement du sol me faisait sursauter. Avec des mains tremblantes, j'ai soulevé les planches, exposant le sol humide en dessous. L'air est devenu plus froid. Les chuchotements sont devenus plus forts. La sueur perlait sur mon front alors que je creusais à main nue, pelleté les années de terre. Et puis, mes doigts ont effleuré du tissu. Un petit paquet blanc, bien enveloppé. Ma gorge s'est serrée.
Les larmes brûlaient mes yeux. J'avais enterré cela avec tant de douleur. Maintenant cela attendait d'être déterré. Soigneusement, j'ai soulevé le paquet dans la lumière. Le tissu était humide mais intact, taché de vieille terre. En le déballant, mon souffle s'est pris. À l'intérieur gisait une petite figure parfaite, préservée au-delà de toute explication. Peau pâle comme la lumière de lune, yeux fermés, lèvres légèrement entr'ouvertes comme prises à mi-souffle. Aucun signe de décomposition. Aucune chair flétrie. Seulement l'immobilité étrangement fraîche, comme si elle attendait. Mon cœur me faisait mal d'un chagrin indicible. C'était mon enfant. Mao perdu. Pourtant quelque chose n'allait pas. L'air autour d'elle pulsait, les ombres s'approfondissaient. J'ai tendu la main pour toucher sa jouée, la pièce a semblé expirer. Un vent froid me frôlant. Le plus faible chuchotement a rempli mon oreille. « Maman !» Mon sang s'est changé en glace. J'ai enveloppé le paquet à nouveau, les bras tremblants. Le sol sous mes genoux semblait instable, comme si la terre elle-même rejetait cet acte. L'enfant n'était jamais parti. J'avais pensé que mon chagrin était enterré, ma culpabilité oubliée mais l'esprit demeurait, pris entre les mondes. Je savais maintenant pourquoi Myriam souffrait, pourquoi la maison gémissait sous un poids invisible. C'était une douleur inachevée, une vie inachevée. Et elle avait trouvé son chemin de retour à travers ma fille. J'ai remplacé les planches soigneusement, scellant à nouveau la tombe. Mais c'était trop tard. La barrière entre alors et maintenant avait été brisée. Le passé s'était levé, et il ne retournerait pas au silence. Cette nuit-là, Myriam m'a appelé. Sa voix était faible, désespérée. Je me suis précipité dans sa chambre. Elle était assise droite, ses yeux vitreux, les mains agrippant son ventre. « Maman, elle est en colère », a-t-elle chuchoté. Elle dit, « Tu l'as laissée seule dans l'obscurité. » Les larmes montaient dans mes yeux. Je ne savais pas, ai-je étouffé. Je pensais qu'elle était partie. Le regard de Myriam s'est aiguisé. Elle se souvient de tout. Le froid. La terre. Les prières que tu n'as jamais dites. Mon cœur s'est brisé. J'avais échoué avec elle. Échoué avec elle deux. Maintenant les conséquences ondulaient à travers les vivants. L'enfant ne cherchait pas la vengeance, elle cherchait ce qui avait été refusé. La reconnaissance. La paix. Je me suis assise à côté de Myriam toute la nuit, tenant sa main tandis que les mouvements en elle devenaient plus violents. La maison gémissait de force invisible. À 3 heures du matin, les chuchotements sont revenus non plus faibles. Un chœur de petites voix, tissant à travers les murs. Les horloges se sont arrêtées. L'air est devenu glacial. J'ai serré Myriam près de moi, les larmes coulant sur mon visage. « Je suis désolée », ai-je chuchoté dans l'obscurité. « Je suis si désolée. » Mais les voix ont répondu à l'unisson, « Pas assez. » Je savais alors que les mots ne guériraient pas cette blessure. Seulement la vérité. Seulement le courage. Et peut-être, le sacrifice. Alors que l'aube se levait, j'ai résolu de retourner chez Obina. Les secrets du passé avaient été déterrés, mais j'avais besoin de connaître le reste. Pourquoi l'enfant avait-elle été préservée? Pourquoi la malédiction avait-elle perduré? Et plus important, comment pouvait-elle être défaite? La bataille n'était plus mienne seule. La vie de ma fille était en jeu. Et si j'échouais à nouveau, cette fois la tombe n'attendrait pas pour moi. Elle nous réclamerait toutes. Le matin après avoir déterré le paquet, j'ai quitté la maison avant le lever du soleil. Je ne faisais pas confiance à Patrick. Je ne faisais pas confiance à l'air à l'intérieur de ces murs. Myriam était trop faible pour protester, sa voix creuse du tourment de la nuit. J'ai marché la longue route vers la concession d'Obina, chaque pas pesait d'effroi. Quand je suis arrivé, il était déjà assis dehors, comme s'il avait attendu. Ses yeux, autrefois fiers, semblaient maintenant enfoncés, hantés. « Tu l'as trouvé » a-t-il dit sans préambule. J'ai avalé difficilement, ma gorge serrée. « Oui », ai-je chuchoté. Elle ne se repose pas. Elle n'est jamais partie. Le regard d'Obina est tombé au sol. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis finalement, il a parlé. J'aurais dû te le dire. Mais j'étais un lâche. Mon cœur battait. Me dire quoi? Ai-je demandé, la voix tremblante. Obina a pris une respiration laborieuse. Cette nuit-là, la malédiction n'était pas destinée à toi. Elle était pour elle. Mon sang s'est glacé. Que veux-tu dire? Ai-je demandé.
Il m'a regardé avec des yeux creux. Thérèse n'était pas juste n'importe quelle femme. Elle venait d'une lignée de prêtresses. Quand je t'ai quitté pour elle, elle m'a lié. Nous alliés. Quand tu as perdu le bébé, ce n'était pas naturel. L'enfant a été prise. Destinée à être un réceptacle. Mais tu l'as enterré avant que le rituel puisse être complété. C'est pourquoi l'esprit n'a jamais continué. Les mots m'ont frappé comme le tonnerre. Mes genoux se sont affaiblis. Elle n'était qu'un enfant, ai-je chuchoté. Obina a secoué la tête. Non. Elle était plus. Et maintenant, elle veut revenir. Mais pas comme un esprit. Je l'ai fixé, le cœur battant. À travers Myriam. Il a hoché la tête sombrement. À travers la naissance, ou à travers la mort. Je me suis dépêchée de rentrer, l'effroi se serrant dans ma poitrine. La maison semblait plus sombre maintenant, l'air plus épais. J'ai trouvé Myriam dans sa chambre, son visage pâle, ses lèvres bleues. Son ventre bougeait en vagues non naturelles, comme quelque chose nageant sous la peau. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, elle me parle », a chuchoté Myriam. Elle dit, elle veut naître à nouveau. Je me suis assise à côté d'elle, serrant ses mains tremblantes. Nous ne la laisserons pas, ai-je juré. Mais même en parlant, je sentais le poids de la vérité. L'esprit ne demandait pas. Il exigeait. Et le temps s'épuisait. Ce soir-là, Patrick est revenu avec un petit cercueil blanc. Mon cœur s'est arrêté à sa vue. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Son visage était pâle, ses mains tremblantes. Ils ont dit, c'est nécessaire. Pour compléter le rituel. Pour finir ça. Sa voix s'est brisée. Je l'ai fixé avec horreur. Tu as su tout le temps, ai-je accusé. Tu faisais partie de ça. Il ne pouvait pas rencontrer mon regard. Myriam a commencé à pleurer doucement. Maman, j'ai peur, a-t-elle chuchoté. Elle dit que si elle ne naît pas, elle m'emmènera avec elle. Mon cœur me faisait mal. J'ai enveloppé mes bras autour de ma fille, la berçant doucement. J'avais échoué une fois. Je n'échouerai pas à nouveau. Cette nuit-là, alors que la maison devenait silencieuse, les chuchotements sont revenus plus forts, plus clairs. Naître à nouveau. Naître à nouveau. Encore et encore, les voix scandaient. Myriam se retournait dans son sommeil, trempée de sueur, son ventre convulsant. Je me suis agenouillée à côté d'elle, les larmes coulant sur mon visage. « S'il te plaît, » ai-je supplié. « Pas mon enfant. Pas comme ça. » Mais les ombres ne faisaient que s'approfondir. Les horloges se sont arrêtées. Les lumières ont clignoté. Un vent froid a balayé la pièce. Et puis sa voix, claire comme le jour. « Maman, si tu ne me donneras pas la vie, je prendrai la tienne. » Mon souffle s'est pris. La bataille avait commencé. À l'aube, je me suis préparée. J'ai rassemblé du sel, de l'eau bénite, la vieille Bible que ma mère m'avait laissée. Je savais que cela pourrait ne pas être assez. Mais je me battrais. Pour Myriam. Pour moi-même. Pour l'enfant que j'avais perdu. Le passé exigeait des comptes mais je ne me rendrais pas facilement. Alors que le soleil se levait, sa lumière perçait à peine la lourde morosité dans la maison. Myriam a bougé, ses yeux sombres d'épuisement. « Maman, elle vient. » a-t-elle chuchoté. Ma prise s'est resserrée sur la Bible. Alors qu'elle vienne, ai-je chuchoté en retour. Mais cette fois, je serai prête. Le soleil avait à peine touché l'horizon quand j'ai entendu le coup. Pas le tapotement hésitant d'un visiteur mais un martèlement dur et délibéré qui a fait trembler la porte. Je me suis précipitée de la cuisine, le cœur battant, et l'ai ouverte juste assez pour voir. Patrick se tenait là, trempé de sueur, sa chemise à moitié déchirée, les yeux écarquillés de terreur. Derrière lui, une voiture noire tournait au ralenti silencieusement. À l'arrière, quelque chose de blanc brillait dans la lumière matinale. Un cercueil. Pas n'importe quel cercueil blanc pur, sculpté avec d'étranges symboles le long des côtés. La voix de Patrick s'est cassée en parlant. Elle m'a dit de la porter. Mon sang s'est glacé. Qui t'a dit? Ai-je demandé. Il a regardé au-delà de moi, les yeux vitreux. Ta fille. Mais pas Myriam. L'autre. Je l'ai suivi jusqu'à la voiture. Mes jambes tremblaient en m'approchant. Le siège du conducteur était vide. Aucun signe de qui avait apporté le véhicule. Avec des mains tremblantes, Patrick a ouvert le couvercle du cercueil. Mon souffle s'est pris.
À l'intérieur gisait une photographie. Une image en noir et blanc de moi allongée dans le même cercueil, portant le pagne que j'avais ce matin même. Mes yeux étaient fermés dans l'image, les lèvres recourbées en un faible sourire. Sous la photographie, une note écrite à la main. « Maman, c'est pour toi. Tu as vécu à ma place. Maintenant c'est à toi. » Le monde a basculé sous moi. Patrick a saisi mon bras. « Je n'ai pas fait ça », a-t-il crié. « Elle m'a forcé. » J'ai arraché mon bras, ma voix tranchante. « Tu savais. Tu faisais partie de ça. Tu as apporté ça dans ma maison. » De retour à l'intérieur, j'ai trouvé Myriam assise droite, sa peau pâle comme de la cendre. Ses yeux, autrefois chaleureux, scintillaient maintenant de quelque chose de froid, distant. « Maman » a-t-elle chuchoté. « Elle est prête maintenant. » Elle dit. « Tu as porté sa vie assez longtemps. » Ma gorge s'est serrée. « Tu ne sais pas ce que tu dis. » ai-je plaidé. Mais son regard demeurait fixe. Elle m'a montré, a continué Myriam. La nuit où tu l'as enterré. Les prières que tu n'as jamais dites. La tombe sans nom. Elle se souvient de tout. Mes genoux ont fléchi. Le poids de mes péchés, de mon silence, pesait sur moi. J'avais pensé qu'enterrer l'enfant enterrerait la douleur. Au lieu de cela, cela avait planté une graine qui cherchait maintenant à fleurir dans la mort ou dans la chair. Je me suis assise aux côtés de Myriam, tenant ses mains tremblantes. « Nous combattrons ça », ai-je chuchoté. « Ensemble. » Mais au fond, je craignais qu'il soit peut-être trop tard. L'enfant Mao avait attendu trop longtemps. Et maintenant, elle voulait plus que juste la naissance. Elle voulait échanger de place. Porteur ma vie, mon nom. Cette nuit-là, les chuchotements sont devenus assourdissants. L'air à l'intérieur de la maison est devenu froid et épais. Chaque respiration une lutte. Les horloges s'étaient arrêtées depuis longtemps. Les ombres bougeaient seules, glissant sur les murs et les plafonds. Dans l'obscurité, j'ai entendu sa voix à nouveau. « Maman, ton lit est prêt. » Un frisson a remonté ma colonne vertébrale. Le cercueil attendait dehors, son couvercle légèrement entrouvert. Patrick s'est enfermé dans la chambre d'amis, trop effrayé pour faire face à ce qu'il avait aidé à déchaîner. Je suis restée avec Myriam, récitant chaque prière dont je pouvais me souvenir. Son ventre se tordait sous mon toucher, les mouvements aigus et non naturels. À un moment, elle a serré ma main, sa voix rauque. « Maman, elle vient, à travers moi, ou à travers toi. » Les larmes ont brouillé ma vision. « Non », ai-je chuchoté férocement. « Je ne la laisserai pas te prendre. » Mais la maison a gémi en réponse, les murs semblant respirer avec une intention sombre. La bataille avait commencé et cette fois, cela prendrait plus que des prières. Alors que l'aube approchait, un coup a résonné à travers la maison, pas à la porte, mais de l'intérieur. 3 coups secs sous les planchers. Je me suis figée. Les yeux de Myriam se sont ouverts brusquement. « Maman !» a-t-elle allé. « Elle est là. » Les ombres se sont épaissies, se rassemblant dans les coins. Les chuchotements ont monté à une fièvre. J'ai serré la main de ma fille, le cœur martelant. « Tiens bon !» ai-je supplié. « Nous n'avons pas fini. » Mais au fond à l'intérieur, je savais, le cercueil dehors n'était plus vide. Il attendait pour moi. La maison était épaisse de froid quand je me suis réveillée. Pas le frisson du temps, mais quelque chose de plus ancien, plus lourd comme une tombe longtemps oubliée qui se fissure. Les ombres qui se rassemblaient dans les coins de la pièce semblaient vivantes, pulsant doucement en rythme avec les chuchotements qui nous avaient hantés pendant des jours. J'ai allumé chaque bougie que je pouvais trouver, les flammes vacillantes repoussant à peine la morosité. Myriam s'agitait sans repos dans son lit, sa peau pâle, son ventre anormalement rond et changeant sous sa fine robe. Sa respiration venait en halètement superficiel, ses lèvres bougeant silencieusement comme si elles répondaient à une voix invisible. Je me suis penchée plus près. Ces mots m'ont glacé jusqu'aux os. Elle vient, maman. Elle amène celle qui nous a toutes maudites. Mon souffle s'est pris. La vieille peur que j'avais enterrée s'est levée, plus forte que jamais. La prophétesse. La lignée de Teresa. La malédiction qui avait commencé bien avant la naissance de Myriam. À midi, l'air est devenu encore plus lourd, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Patrick est resté enfermé dans la chambre d'amis, trop terrifié pour faire face à ce qu'il avait aidé à faire naître. Je me suis assise avec Myriam, mon chapelet serré fort, chuchotant des prières désespérées. Mais au fond, je craignais qu'elle ne soit pas assez.
La prophétesse venait et elle ne serait pas arrêtée par des mots. À exactement 3 heures, les lumières ont clignoté violemment. Les bougies ont vacillé et sont mortes. La température a chuté. Du couloir vint un doux martèlement rythmé pieds nus sur plancher de bois. Le son s'est rapproché, délibéré, sans hâte. Mon cœur battait. Je me suis levée, entrant dans le couloir. Et elle était là. Elle est apparue au bout du couloir grande, décharnée, drapée de tissu rouge en lambeaux. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Ses yeux brillaient faiblement sous le capuchon de son manteau. Et dans ses mains flétries, elle portait une petite cage en bois. À l'intérieur, quelque chose bougeait, quelque chose qui sanglotait doucement d'une voix trop petite pour être humaine. Mes jambes tremblaient sous moi. La prophétesse. Celle qui avait maudit mon enfant à naître. Sa voix vint, sèche et craquelée comme un vieux parchemin. Tu pensais pouvoir m'enterrer, Martha. Tu pensais pouvoir enterrer ce qui était mien. J'ai reculé, ma voix tremblante. Elle était mon enfant, ai-je chuchoté. Tu n'avais aucun droit. La prophétesse a ri doucement. Elle était destinée à moi. Tu as volé son destin. Maintenant, tu me la rendras. J'ai fui vers la chambre de Myriam, verrouillant la porte derrière moi. Mais l'air à l'intérieur n'était pas plus sûr. Myriam se tordait sur le lit, sa voix s'élevant dans un chant étrange des mots qui n'étaient pas les siens. Je me suis agenouillée à côté d'elle, les larmes coulant sur mon visage. Reste avec moi, ai-je plaidé. Mais ses yeux avaient changé, plus les siens. À travers des lèvres craquelées, une autre voix a parlé. Maman, la prophétesse dit que ton temps est fini. Un vent froid a balayé la pièce, éteignant les bougies. Les ombres se sont tordues le long des murs, formant des formes qui griffaient vers nous. J'ai tenu ma fille près de moi, la berçant doucement. Tu ne la prendras pas, ai-je juré. Mais les voix n'ont fait que devenir plus fortes, la cage au-delà de la porte cliquetant avec une intention affamée. Soudain, la voix de la prophétesse a résonné à travers la maison. Ton lit est prêt. Le cercueil attend. Le sol sous nous a gémi, les planches grinçant comme si quelque chose bougeait en dessous. Myriam a crié, agrippant son ventre. Sa peau a rougi de chaleur non naturelle, puis est devenue froide. Maman, aide-moi. A-t-elle allé? Je l'ai tenue plus fort. Je suis là, ai-je chuchoté. Je ne te quitterai pas. Mais la porte tremblait sur ses gonds. La prophétesse n'attendrait pas beaucoup plus longtemps. La bataille entre la vie et la mort avait commencé pour de bon et nous étions pris au milieu. Alors que l'aube approchait, je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais plus me cacher de la vérité. L'enfant que j'avais enterré, la douleur que j'avais réduite au silence, rien de cela n'avait été mis au repos. Cela avait festoyé, grandi plus fort, nourri par des années de culpabilité et de chagrin non dit. La prophétesse était revenue pour réclamer ce que je lui avais refusé. Mais cette fois, je ne fuirai pas. Je lui ferai face. Pour Myriam. Pour Hope. Pour la chance d'une paix qui nous avait échappé toutes ces années. Je me suis raidie, serrant le chapelet fort. Si cela devait être ma fin, soit je l'affronterais debout. Et ainsi, alors que la première lumière du matin perçait les nuages, j'ai ouvert la porte du couloir. La prophétesse attendait dans les ombres, sa cage toujours en main, ses yeux brillants de fin sombre. Nos yeux se sont rencontrés, de vieilles blessures montant entre nous. Et à ce moment, j'ai dit la vérité que j'avais enterrée trop longtemps. Son nom était Hope. La prophétesse s'est immobilisée. Les chuchotements ont cessé. Pendant un battement de cœur, la maison a retenu son souffle. La bataille n'était pas encore finie, mais pour la première fois, j'avais nommé mon enfant perdu. Et avec cette vérité, j'avais fait le premier pas vers briser la malédiction. Le moment où le nom a passé mes lèvres, toute la maison a semblé se figer. Les ombres qui avaient dansé sauvagement sur les murs ont fait une pause à mi-balancement, comme si elles écoutaient. L'air lourd s'est allégé, juste un instant, comme si la maison elle-même soupirait. La prophétesse est restée au bout du couloir, ses doigts minces se resserrant autour de la cage en bois. À l'intérieur, la petite forme gémissait toujours faiblement, mais maintenant c'était différent, moins un cri de colère, plus de nostalgie. Mon propre souffle s'est pris dans ma gorge. Pendant des années, j'avais caché la vérité, refusé de faire face à ce que j'avais perdu. Mais maintenant, debout devant l'obscurité qui nous avait hantés, j'ai parlé à nouveau, ma voix plus forte. Son nom était Hope. Et elle était mienne. La prophétesse a incliné la tête lentement, ses yeux brillants sous le voile rouge. Sa voix, sèche et cassante, a flotté vers moi. Tu aurais dû la nommer il y a longtemps.
Tu l'as enterré sans un mot, sans une bénédiction. Tu l'as laissé dans l'obscurité. Une larme a glissé sur ma joue. J'avais peur, ai-je chuchoté. Peur de ma propre honte. Peur de ce que tu me prendrais. La prophétesse a ri doucement, un son comme le vent bruissant à travers des feuilles mortes. Et maintenant, tu vois. Ce qui est enterré sans paix se lèvera toujours. Les ombres ont bougé une fois de plus, la maison gémissant sous un poids invisible. Mais cette fois, je n'ai pas flinché. Je me suis redressé, levant le chapelet haut. Alors je lui donnerai la paix, ai-je juré. Je la nommerai, la réclamerai, et la libérerai. Dans la chambre de Myriam, ma fille a crié. Je me suis précipité à ses côtés, la trouvant trempée de sueur, son ventre se déplaçant violemment sous sa fine robe. Ses yeux se sont ouverts, larges et remplis de peur. Maman, elle t'a entendu, a allé Myriam. Elle connaît son nom maintenant, mais elle n'a pas fini. J'ai saisi sa main fermement. Je finirai ça, ai-je promis. Les ombres se sont enroulées autour des coins de la pièce, les chuchotements montant à nouveau. Naître à nouveau, naître à nouveau. Mon cœur battait, mais je ne faiblirai pas. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je sentais les frémissements de la résolution. C'était mon fardeau à porter, et je le verrai jusqu'au bout. J'ai commencé à prier à voix haute, la voix ferme, faisant appel à chaque once de foi qui me restait. Les perles du chapelet glissaient entre mes doigts. Chaque Je vous salue Marie chuchotait une supplication pour la miséricorde. Les ombres ont reculé, se rétractant dans les murs. La voix de la prophétesse vint à nouveau, basse et venimeuse. Les mots ne l'arrêteront pas. Tu dois lui donner ce qui a été refusé. Mon esprit s'est emballé. Que avais-je refusé? Un nom. Une bénédiction. Un lieu de repos. Je me suis levé du côté de Myriam, me dirigeant vers l'ancien coffre dans le coin de la pièce. À l'intérieur, enveloppée dans du tissu, était la petite boîte en bois qui avait autrefois contenu les maigres restes d'Hope. Mes mains tremblaient en la soulevant dans la lumière. J'ai placé la boîte doucement sur le lit à côté de Myriam. Hope, ai-je chuchoté, la voix tremblante. Je te vois maintenant. Je te réclame. Tu n'as jamais été oubliée, seulement crainte. Pardonne-moi. Les ombres se sont immobilisées. L'air s'est réchauffé, si légèrement. La respiration de Myriam s'est calmée, les mouvements dans son ventre ralentissant. Je l'ai senti. Hope écoutait. J'ai continué, les larmes tombant librement. Tu es ma fille. Tu es Hope. Et tu es aimée. La forme de la prophétesse a vacillé à la porte, sa voix aiguë de colère. Non. Elle est mienne. Mais j'ai secoué la tête. Plus maintenant. Elle a un nom. Elle a une mère. Et elle aura la paix. La maison a tremblé violemment, les murs gémissant en protestation. La prophétesse a laissé échapper un gémissement strident, la cage dans ses mains se brisant avec un craquement sec. La petite forme à l'intérieur a disparu, les chuchotements tombant silencieux. Myriam a crié une fois de plus, agrippant son ventre. Je me suis agenouillée à côté d'elle, la tenant près de moi. Reste avec moi, ai-je plaidé. La pièce s'est remplie d'une lumière douce et dorée, faible mais chaude. La respiration de Myriam a ralenti, son corps se détendant. Le froid oppressant qui avait saisi la maison pendant des jours a commencé à se lever. La forme de la prophétesse a vacillé, devenant mince et insubstantielle. Sa voix vint une dernière fois, amère et s'estompant. Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait. Puis elle était partie. J'ai tenu Myriam près de moi, la berçant doucement alors que la première lumière de l'aube se glissait par la fenêtre. Sa peau est devenue chaude, ses yeux s'ouvrant avec un soulagement las. Maman, est-ce que c'est fini? A-t-elle chuchoté. J'ai embrassé son front. Pas encore, mon enfant. Mais nous sommes proches. La maison était devenue immobile, la présence lourde levée. Mais je savais que la bataille n'était pas encore finie. Il y avait une chose de plus à faire. Je donnerais à Hope le lieu de repos qu'elle méritait. Un enterrement approprié. Un nom prononcé avec amour, pas avec peur. Seulement alors pourrions-nous être libres. Seulement alors la paix reviendrait. Et je ne me reposerai pas jusqu'à ce que ce soit fait. La lumière de l'aube révéla une maison transformée. Les ombres épaisses qui avaient étouffé chaque coin étaient parties, remplacées par un calme fragile et plein d'espoir. Myriam dormait profondément pour la première fois en plusieurs jours, sa respiration régulière, sa peau chaude. Pourtant je ne pouvais pas me reposer.
Je me suis levée silencieusement et me suis préparée pour ce qui devait être fait. Hope avait assez attendu. J'ai rassemblé un petit tissu blanc, des fleurs fraîches du jardin, et la petite boîte en bois qu'il avait autrefois contenue. Il n'y aurait plus de cachette. Plus de honte. Elle aurait un nom, un lieu de repos, et ma bénédiction. J'ai porté le paquet dehors, l'air matinal frais contre ma peau. La terre sous le vieux manguier, où mon mari avait autrefois planté des rêves d'avenir, serait sa vraie tombe. Avec des mains tremblantes, j'ai creusé dans le sol tendre. Chaque pelletée semblait comme soulever un morceau de mon propre cœur. Le passé montait avec le parfum de terre, chaque respiration une confession. Quand le trou était assez profond, j'ai placé la boîte doucement à l'intérieur, l'enveloppant avec le tissu blanc. Des fleurs fraîches j'ai éparpillé autour jasmin, lys, pétales d'amour et de chagrin. Je me suis agenouillée à côté de la tombe, pressant mes mains dans la terre. Ma voix s'est brisée en parlant à voix haute, pour elle, pour moi, Hope, ma fille. Tu n'es pas oubliée. Tu n'as jamais été mal aimée. Je te donne ce nom, cette paix. Repose-toi maintenant, mon enfant. Sois libre. Le vent a bougé doucement, portant le parfum des fleurs. La terre a semblé soupirer. Et dans mon cœur, un grand poids s'est levé. En couvrant la tombe, les larmes coulaient sur mon visage, larmes non de culpabilité, mais de libération. La terre s'est tassée doucement, comme si elle embrassait ce qui avait longtemps été refusé. Le soleil s'est levé plus haut, jetant une lumière chaude sur le vieil arbre. Pour la première fois en décennies, je l'ai senti un sens de paix, fragile mais réel. J'ai tracé son nom dans le sol, Hope. Le cadeau tardif d'une mère. Derrière moi, j'ai entendu de doux pas. Myriam se tenait là, enveloppée dans un châle, son visage pâle mais calme. Maman, a-t-elle chuchoté, je l'ai entendue. Dans mon rêve, elle a dit merci. Mon cœur s'est gonflé. J'ai embrassé ma fille fermement. Alors c'est fait, ai-je chuchoté. Nous sommes libres. Les jours qui ont suivi étaient remplis de lumière. Le froid oppressant n'est jamais revenu. Les chuchotements se sont estompés. Myriam s'est renforcée chaque jour, son ventre plus gonflé de vie non naturelle. Patrick, autrefois brisé de culpabilité et de terreur, est parti silencieusement et n'est pas revenu. Je n'ai pas pleuré son absence. Certains fardeaux doivent être portés seuls. Myriam et moi avons tendu la petite tombe quotidiennement, déposant des fleurs fraîches sous l'arbre. La présence d'Hope s'attardait doucement, une chaleur dans la brise, un scintillement de lumière dans le coin de l'œil. Plus en colère. Plus perdu. Seulement aimé. Des semaines ont passé. La maison a fleuri à nouveau. J'ai ouvert les fenêtres, laissé le soleil se déverser. Myriam a souri à nouveau, son rire doux et vrai. La vieille douleur qui nous avait hantés était finalement mise au repos. Un après-midi, alors que nous étions assises sous le manguier, Myriam a pris ma main. « Maman », a-t-elle dit, la voix ferme, « comment as-tu survécu à tout ça ?» Je l'ai regardée, les larmes scintillant. « Je suis morte une fois », ai-je répondu doucement. Mais alors j'ai donné à cette mort quelque chose à enterrer, pour que je puisse vivre à nouveau. La prise de ma fille s'est resserrée, ses yeux scintillants de compréhension. Ensemble, nous avons fait face au soleil, une mère et une fille, liées par le chagrin, guéries par la vérité. Maintenant, quand le vent bruisse à travers les feuilles, je l'entends parfois un faible chuchotement doux, « Maman !» Et je souris. Hope est en paix. Nous aussi. Le passé ne nous lie plus. L'avenir attend. Et cette fois, nous y marcherons sans peur. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus. Il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité. Et continuez à écouter.